bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les Smarts, salut les Marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et la bonne humeur, même en confinement, chaque semaine. Et pour vous, on regarde, on résume, on analyse et parfois on détruit les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on va parler All Elite Wrestling versus NXT, c'est la baston du mercredi. Et pour arbitrer la bagarre, je suis votre hôte, l'Amir Lambar, et je suis accompagné du Luchasaurus des podcasts, Tonton Chris, what's up? Yeah! Salut l'amiral Rambar. Salut peuple de catch-up. Préparez la trousse à pharmacie. C'est parti pour la baston du mercredi. Oh yeah! Alors, comme d'habitude, petit tour du côté des audimat, puis c'est ce qui intéresse forcément les deux fédérations. Hein. Quel est le score? Donc, la semaine dernière, si je me souviens bien, il y avait NXT qui était d'une très courte tête de seulement 1000 spectateurs en avance sur All Elite Wrestling Dynamite. Et bien, cette semaine, pour la deuxième fois d'affilée, c'est encore effectivement d'un tout petit avantage que NXT mène la danse. Donc, cette semaine, on a 692 000 spectateurs USA pour NXT contre 683 000 pour Dynamite, donc même pas 10 000. Donc, vraiment, encore une fois, un tout petit avantage du côté des NXT, mais il est le moment de vous parler d'un concept d'audience qui intéresse particulièrement l'aspect financier, puisque ce sont les key démographiques, donc on va dire les ensembles, les groupes démographiques clés. En gros, les publicistes, eux, ce qu'ils intéressent, c'est la démographie qui est entre 18 et 45 ans. Donc c'est parce que ce sont eux qui cherchent à récupérer, c'est eux qui cherchent à atteindre. Eh bien, même si au niveau des spectateurs globaux, NXT a une petite avance sur Dynamite, eh bien sur la démographie clé, hein, donc entre ces 18 et 45 balais, eh bien c'est All Elite Wrestling qui reste devant. D'une avance plutôt confortable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a plus de gens qui regardent NXT, il y a un peu plus de très jeunes ou de plus vieux qui regardent le produit WWE, alors que les jeunes adultes et adultes sont plus tournés vers du côté de Dynamite. Donc voilà, même si parfois le nombre global d'audimat nous dit une chose, eh bien ce qui intéresse les financiers, c'est encore quelque chose de caché, mais nous on est là pour vous révéler tous les secrets. Donc voilà, cette démographie cachée. Donc la semaine dernière aussi, à la baston de mercredi, pour la première fois, on a vu une égalité, hein. On n'était pas arrivé à déterminer qui était le meilleur show la semaine dernière. Donc cette semaine, par quoi commencer? Par quoi tu veux qu'on commence, Chris? Dis-moi, tu choisis. Je sais pas, plouf, allez, NXT. Ok, c'est parti du côté du Performance Center, dont on va apprendre à connaître tous les recoins après le confinement, puisque tous les shows se passent là-bas. Donc NXT, on commence ce soir avec un match entre le prince Finn Balor contre Fabian Aichner, donc qui est l'italien du gang Imperium, hein, donc le gang mené par Walter, le ring général, mais aussi le champion NXT UK, puisqu'on se rappelle, Finn Balor a maillé à partir avec lui. On pensait que cette rivalité était un peu en suspens, puisque d'un côté, Walter est bloqué en Angleterre, et Balor aux États-Unis, donc ils ne peuvent pas se rencontrer avant un bon petit moment. Mais écoutez, Fabian Aichner a visiblement été coincé aux États-Unis, puisqu'on aura un match entre les deux ce soir. Donc Aichner, un peu dans l'Imperium, c'est le plus athlétique, on va dire, le plus cruiserweight, même s'il est aussi très puissant. C'est un peu un Cesaro des cruiserweight, on peut dire. Ultra powerful, mais ultra athlétique. Mais bien entendu, comme on peut s'y attendre, Finn Balor l'emportera avec sa triplette gagnante, son Sling Blade, son Dropkick Shotgun, avec bien sûr son coup de gras et son 1916 pour la victoire. D'ailleurs, les commentateurs nous feront un peu le parallèle qu'on se fait immédiatement. Je ne sais pas si toi, Chris, tu le faisais, mais Finn Balor fait un peu le même chemin que Velveteen Dream en ce moment. Il a une rivalité avec le chef d'une faction et il est en train de combattre les uns après les autres tous les lieutenants de Walter. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, est-ce que c'était bel et bien intéressant de nous montrer ce match alors qu'on sait que le gros match qu'on attend tous, Finn Balor-Walter, on n'est a priori pas près de l'avoir?
Ouais, c'est un peu le problème de cette rivalité là, hein, de toute façon quoi, mais je crois qu'il faut qu'il lui trouve un programme et puis, les mecs en fait, j'ai l'impression que ça quel que soit finalement le show, se battent un peu tous, c'est le cas de le dire, pour être présents et pour éviter de légers problèmes, avec les ressources humaines. Donc, je pense que voilà, les gars se rendent disponibles pour pouvoir être présents sur les tappings et puis voilà et puis combattre quoi. Donc, j'ai trouvé que Fabian Aichner avait peut-être un peu trop profité du confinement et des pastas de maman parce que, j'ai trouvé qu'il avait pris un peu de bidoche. Ouais. Mais il reste, comme tu l'as justement dit, il reste un mec, impressionnant physiquement et effectivement, je trouve que ton parallèle avec Cesaro est assez juste et En plus, ils et sont chauves. et en plus, ils sont chauds Voilà. et c'est vrai que c'est un type qui est assez complet, entre les cordes. Donc du coup, ça a donné même si un match qui a duré une petite dizaine de minutes, mais ça a été un match, assez intéressant avec, bon, avec l'habituel combo à la fin pour Finn Balor. Mais bon, qui avait encore un doute sur le fait que Finn Balor allait gagner? Je pense à peu près personne. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, effectivement, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le gros match de cette rivalité entre Imperium et le Prince Bélor. Voilà, hein, donc ça, même la WWE ne sait pas. Ouais, comme tu dis, de faire avec les gens qui sont dans le coin, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire comme match. Bon, bah, celui-ci faisait sens, allons-y. Même si on verra d'ici la fin de l'émission, il semblerait qu'ils aient trouvé un programme pour Finn Bélor pour l'occuper en attendant de se faire les dents sur Walter, mais ça, on en discutera un peu plus tard. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la nouvelle championne NXT. Et ouais. Nouvelle, ancienne championne NXT, Charlotte. Donc, il nous fait un gros package vidéo qui était plutôt pas mal, je trouvais, dans la narration. Puisque, bon, elle trash talk, évidemment, comme d'habitude, Rhea Ripley et ses autres adversaires en disant que, comme toutes, elles se sont agenouillées devant la reine. Mais là où elle va faire quelque chose de plutôt cool, c'est qu'elle va dire qu'elle va être la première fan de la WWE à dominer le passé, le présent et le futur. Le passé, eh bien, on voit des images on va dire des catcheuses des anciennes générations qu'elle a battues, que ce soit Natalya dans son premier match en NXT, que ce soit Nikki Bella qu'elle a mis à la retraite, que ce soit Paige, que ce soit même des Hall of Famers comme Trish Stratus. Donc tout ça, c'est le passé. Eh bien, Charlotte l'a dominé. Le présent, eh bien là aussi, hein, elle a gagné contre toutes les autres horsewomen. Elle a gagné contre Carmella, elle a gagné contre Ronda Rousey, elle a gagné contre Asuka, elle a brisé sa streak. Bref, voilà, dans le présent, c'est elle qui domine. Et bien maintenant, il ne reste plus que quoi? Eh bien, à dominer le futur. Et elle en avait marre d'entendre des louanges sur la division NXT féminine. Eh bien, c'est pour ça qu'elle est là. C'est pour toutes les dominer. Les Io Shirai, les Candice LeRae, les Tiganox, j'en passe et des meilleurs. Et notamment, elle a ses yeux actuellement rivés sur Mia Yim, puisque voilà, donc il y a un petit, on revoit un vieux match de Charlotte contre Mia Yim à NXT, hein, à l'époque où Mia Yim n'était pas une permanente d'NXT, mais était là juste en extra. Donc voilà, visiblement, prochain adversaire de Charlotte sera Mia Yim. Et après, William Regal n'a plus qu'à aligner toutes les women of NXT pour qu'elles prennent leur raclée face à Charlotte. Alors, moi, j'ai bien aimé cette promo, ou du moins cet angle, hein, cette justification de qu'est-ce qu'elle fout à NXT Charlotte. Est-ce que toi, ça t'a plu? Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé le package vidéo bien fait, comme souvent à la WWE. De toute façon, hein, ça, c'est un truc qu'ils maîtrisent à la perfection. Surpris du coup qu'elle revienne, sur Mia Yim, finalement, c'est ça, Mm. ça a été en plus la surprise un petit peu du package. Tiens, elle revient sur Mia Yim alors que c'est Io Shirai la challengeuse officielle. Ouais. Donc voilà. Alors après, moi, la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est est-ce que Charlotte est partie pour un long règne à NXT? Et j'ai envie de répondre oui, parce que, je pense que tant qu'on va être dans le confinement, et toute la situation qu'on vit à l'heure actuelle, j'ai l'impression que oui, ils vont partir du principe que là, Charlotte va garder le titre un long moment. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cet appel du pied vers Mia Yim, pour donner une espèce de transition avant que Io Shirai, affronte, vraiment, la Queen. Mm. Et donc Mia Yim devait être contente, hein, devant son poste, hein. Heu, parce que indirectement, elle se retrouve pushée par la nana qui domine la division féminine de la WWE depuis un paquet d'années maintenant, quoi. Donc pour elle, c'est tout bénef, hein, en l'occurrence. Ouais. Et donc ouais, donc écoute, c'était un segment bien foutu, voilà, comme la WWE sait faire.
Mais ouais, je te rejoins sur le fait que, effectivement, pendant le confinement, je pense que Charlotte va être là puisque, bah, ça fait une storyline, au niveau de la Women's Division qui s'écrit un peu toute seule. Elle annonce, Ouais. des cartes sur table, elle veut toutes les battre, hein, celles qui ont la hype en ce moment, donc pourquoi pas? Ça donne une bonne raison à sa présence à NXT, au fait qu'elle ait la ceinture. Ceci nous dit pas ce qui adviendra du Rhea Ripley. D'ailleurs, moi, j'avais entendu dire, sur des dirt sheets de catch, etc., que Rhea Ripley avait un gros souci de visa, puisque donc elle est australienne, hein, de nationalité, et elle avait un gros souci de renouveau de visa américain. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, ma foi, ben, on la verrait pas prochainement. L'australienne, hein, donc souci diplomatique d'autorisation à être aux États-Unis du fait du gros Corona Mania. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle a perdu la ceinture aussi rapidement. On ne saura pas, mais c'est une possibilité Oui, qui est sur les réseaux. c'est À tout voir, à à fait voir. possible, tout Mm, à mm, fait. mm. On reste dans la division féminine. On a un match qui était buildé depuis quelques semaines entre Alia et Xiali, hein, puisqu'elles auraient dû s'affronter pour avoir un spot dans le match à échelle pour déterminer la challengeuse en titre. Et Xiali n'a jamais pu arriver au ring combattre Alia, puisqu'elle a été blessée backstage, certainement par Alia. Donc ce soir, on a la revanche, ou du moins c'est Xiali qui a la revanche. Hein, donc un match ultra court. Avec ses coups de pied très stiffs, donc effectivement Xiali met au tapis Alia qui ne fait pas partie de la grosse fourgonnette de superstars qui ont été relâchés, pour pas dire virés, de la WWE, notamment du côté d'NXT. Pour ceux qui ne sauraient pas, eh bien, la WWE a annoncé le départ d'une grosse vingtaine, hein, de superstars, plus quelques coachs et producteurs. Et donc on a aussi bien sûr des gens du côté d'NXT. Je crois que du côté d'NXT, niveau des femmes, il y a Tainara Conti, la brésilienne, à qui on peut dire bye bye. Et Ouais, aussi Jenkins quelque chose, qui était une nana qu'on avait juste vue, je crois, pendant le Million Classique 2, mais qu'on n'avait pas vu à la télé depuis. ouais. Donc voilà, moi je suis étonné que Alia soit encore là du coup. Ouais. Franchement, Ouais, 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 c'est bizarre. Bon, Diona Porrazzo, par exemple, c'était pas oui, forcément étonnant, c'est vrai, mais c'est oui, vrai. effectivement, ouais, c'est Alia. Ouais, ils sont Ouais. quand même. Le problème, c'est qu'il y a quand même besoin de jobbers. Tu vois, on est dans une discipline où il y a besoin de jobbers, donc ils peuvent pas non plus se permettre de virer tous les jobbers, quoi. Non, mais quitte à choisir entre une Deonna Purrazzo et une Alia, ou une Tainara Conti et Alia, bah c'est Alia qui te dit au revoir, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Elle est nulle, elle est franchement nulle. Même en tant que jobbeuse, elle est à chier, quoi. Je suis d'accord. Faut- Voilà, bref, les choix parfois de qui on garde, qui on laisse partir sont obscurs. Dans tous les cas, une autre narrative, un autre angle qui va nous tenir en longue haleine à NXT, pendant le confinement, eh bien, c'est la situation autour du titre Cruiserweights, puisque, le champion en titre Jordan Devlin, eh bien, comme Walter, il est coincé en Angleterre et donc il peut pas venir faire des matchs. Vu qu'on sait pas combien de temps ça va durer, eh bien, on lui a demandé de rendre sa ceinture à contre-cœur. Il venait de la gagner, hein, franchement, c'est vraiment dommage. Et donc, un peu à l'image du tournoi, du côté de l'All Elite pour le champion de TNT, eh bien, on va faire un tournoi pour élire le champion intérimaire. On nous annonce, hein, le champion intérimaire Cruiserweight NXT. Donc là, on va avoir un tournoi sur plusieurs semaines. Un tournoi un peu différent, c'est pas un tournoi à élimination directe, mais il y a la poule gauche et la poule droite. Et bien, il y a 4 adversaires dans chaque côté du tableau, et ils vont tous se faire des matchs entre eux. Donc c'est plus une sorte de championnat tournoi qu'un tournoi à élimination directe. Et ce soir, donc, on a un premier match entre eh bien, Isaiah Swerve Scott et Akira Tozawa. Akira Tozawa, hein, qui va bientôt peut-être gagner le titre de Workhorse Corona Mania, puisqu'il est partout. Hein, il fait des matchs à Raw, il fait des matchs à NXT, il cache tout le temps. Tozawa en ce moment, on le voit beaucoup. Et donc un match assez disputé contre Swerve. Et contrairement à ce que moi j'attendais, parce que j'étais pour moi entériné dans l'idée que ben, Tozawa il était là pour jobber durant Corona Mania, et bien c'est bien le japonais, c'est bien Akira qui remporte la victoire avec son Big Senton depuis le poteau. Donc Tozawa qui gagne contre Swerve. Est-ce que toi aussi tu as été swervé de cette victoire du japonais, ou non, tu l'avais vu venir? Ah, je l'ai pas vu venir du tout, j'ai été Ah, d'accord. dégoûté, quoi. Ah mais carrément, t'étais dégoûté. Ouais, moi j'ai été dégoûté, quoi, parce que moi je kiffe Swerve Scott. Heu, Mhm.
ex-Killshot à la Lucha Underground, et Ouais. voilà, avec un catcheur que je trouve extrêmement bon, même si je trouve que Tozawa vaut son pesant de cacahuètes entre les cordes, et d'ailleurs nous a gratifié d'une superbe senton pour finir le match. Mm. Mais vraiment, je m'attendais vraiment pas à la victoire de Tozawa, qui effectivement est un peu abonné à Jobé depuis quand même pas mal de temps. Et donc Ouais. je pensais qu'il allait continuer dans ce truc-là, quoi, et qu'il allait jobber pour Swerve Scott. Et bah non, pas du tout. C'est Tozawa qui passe. Donc grosse surprise. Et puis moi j'ai été quand même pas mal déçu, quoi. Donc, Ouais. écoute, voilà. Mais sinon, cette histoire de tournoi, pas mal. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée là pour faire pour retrouver un champion là, à la place de Devlin en attendant la fin du confinement. Donc voilà. Alors, après, ils nous ont fait un petit truc à la mode G1 Climax, hein, voilà, C'est un bloc peu A, ça. bloc B. C'est quasiment du copier-coller avec la NJPW. Mais finalement, pourquoi pas? En plus, ça donne de la compétition un peu pendant ces NXT sans public. Donc c'est plutôt une bonne idée. Ça permet de garder un peu en haleine le public de mercredi en mercredi, je pense. Ouais, exactement. Ça fait un gros fil rouge. Et comme tu dis, hein, donc, l'esprit du Japan, pour ceux qui ne connaîtraient pas, tous les ans, le Japan a fait le plus gros championnat, tournoi de catch qui existe, sur des semaines et des semaines et des semaines, avec des dizaines et dizaines de matchs. Voilà, c'est un vrai marathon pour fans de catch japonais que le G1. Et c'est vrai que ça donne des situations, comme ce soir, un peu intéressantes, vu que c'est pas élimination directe. On a pu voir Tozawa qu'on voyait ni toi ni moi gagner contre Swerve, qui finalement gagne. Alors que si ça avait été une élimination directe, je pense que Swerve aurait gagné comme attendu. Donc c'est pareil de le G1, on voit parfois des gens gagner contre des mecs qui nous semblent intombables. Et ben voilà, on a des surprises, et ça permet de pouvoir laisser les gens montrer un peu ce qu'ils font dont on n'a pas l'habitude, et notamment après le match, Tozawa fera une petite promo à la caméra, hein, en disant qu'il va continuer de gagner. Donc on retrouve un Tozawa motivé et intense comme on l'avait pas vu depuis qu'il avait eu la ceinture Cruiserweight autour de la taille il y a de cela quelques années, il me semble. Donc voilà, donc plutôt intéressant ce tournoi. On risque peut-être, s'il donne du temps, d'avoir des matchs plutôt cool. C'est un peu 205 Live au sein d'NXT, sachant que ce tournoi sera aussi l'occasion pour le public qui ne connaît pas de faire connaissance avec El Hijo del Fantasma. Eh oui! Voilà, alors toi qui es gros fan de Luchador, Ah est-ce que ouais. tu veux nous parler brièvement Ah d'El bah, Hijo del Fantasma? El Hero del Fantasma, c'est un catcheur de seconde génération qui a été connu aussi sous le nom de King Cuerno à la Lucha Underground, on y revient, et qui est un catcheur dans la belle tradition luchador mexicaine, mais qui est aussi capable d'être un gros brawler, et qui pour moi qui est un type complet. Alors évidemment, il va avoir le même problème que tous les Mexicains, Ouais. c'est-à-dire la langue. Voilà, parce qu'il ne maîtrise absolument pas l'anglais. Donc j'espère que pour lui, ça va pas être rédhibitoire. Mais en tout cas, dans le ring, préparez-vous parce que ça va faire très mal. Moi, j'en fais de toute façon d'office un de mes favoris pour ce tournoi. J'espère et j'ose imaginer que la WWE envisage quand même un gros push pour lui malgré la barrière de la langue. Voilà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, préparez-vous parce que ça va faire très, très, très mal avec El Hijo del Fantasma. Bon, après, le gros problème en ce moment des Mexicains, des Latinos à NXT, c'est pas tellement la langue, mais c'est plutôt le kidnapping, hein. On rappelle, Ouais, Joaquin ouais. Wilde et Raúl Mendoza sont fait enlever il y a quelques semaines par le Dark Order, d'après nous, mais on ne sait toujours pas. Voilà, on supposait que peut-être l'ombre d'El Hijo del Fantasma n'était pas étrangère à tout ceci. On verra peut-être que dans le tournoi, on aura des révélations à ce sujet. Surtout qu'en plus, et Raúl Mendoza et Kim Wilde auraient pu très bien avoir leur place dans ce tournoi-là également. Oui. Hein. Donc, Oui. on verra bien. On retourne chez ces dames, puisqu'on a un match de vengeance entre Tegan Nox, qui en a ras-le-bol, bien sûr, de Dakota Kai, ça fait des mois, mais aussi de ses gros bras, Dakota Kai, en la personne de Raquel Gonzalez, une autre latine. Donc Tegan qui va essayer de vaincre le Golgoth de Dakota Kai, de sa meilleure ennemie. Bien sûr, il y aura des interventions tout le long du match de Dakota Kai qui fera que ce combat ne sera absolument pas à la régulière comme on s'y attend. Et il y en a bien une qui en a ras-le-bol de ça, c'est
Shotzi Blackheart qui débarque pour s'occuper de Kai. Ça crée une confusion dans le ring. Raquel Gonzalez essaie de défendre sa patronne Dakota Kai. Elle chope Shotzi Blackheart pour lui faire une powerbomb à l'extérieur et Tegan Nox en profite pour faire un roll-up sur Gonzalez pour la victoire. Donc, clairement, on n'a pas fini avec cette histoire. On aura certainement un tag team match Playa la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voire même, c'était peut-être été annoncé durant le show qu'il y aurait ce match. Je sais plus. Je crois pas, non, mais bon, en tout cas, Voilà. c'est vers ça que ça se tourne de toute manière. Exactement. Raquel Gonzalez, puisque c'est la première fois qu'on la voit catcher en match 1 contre 1 depuis le Million Classique. Qu'est-ce que tu en penses de ce format un peu à la, on va dire, à la Kane, un peu une Kane féminin? Ouais, grand gabarit, quoi. Donc, alors, elle m'a pas paru phénoménale entre les cordes. Je peux dire que j'ai été Mm, hyper impressionné. Mais bon, en même temps, c'était difficile de se faire un avis parce que le match avait quand même été très court. mm. Voilà, et puis c'était surtout pour nous vendre un peu justement cette interaction avec Tegan Nox et Shotzi Blackheart qui effectivement semble se lancer pour être en équipe, quoi, et puis pour essayer de nous faire une espèce de storyline un petit peu au long cours. Donc, pour prolonger la rivalité Nox versus Dakota Kai. Et donc voilà. Donc écoute, c'était très court. Je n'ai pas encore d'avis définitif sur cette Raquel Gonzalez. On va voir un peu la suite pour vraiment avoir un avis définitif et clair sur cette dame. All Bon, right. encore une fois, ça gagne sur un roll-up, hein, quand Ouais. même. Hein. Ah bah Quand on- c'est un move dévastateur, hein, la WWE Ah ouais, Europe. ah ouais. Ils en ont même fait un championnat, hein, donc ils en ont même fait une ceinture, hein, donc. Ouais. Ouais, bah, qui sait, peut-être que Tegan Nox, prochaine championne 24/7, 7-Eleven, la suite on Internet, tonight, tout ça. European C'est ça. Championship. Exactement. Bon, un qui ne gagne jamais ce roll-up, c'est bien le champion nord-américain, Oui. le Sans Limite Keith Lee, qui, comme Charlotte Flair, a droit à un beau paquet de vidéos où, du coup, bah, ça célèbre un petit peu son histoire. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est depuis ses 20 ans qu'il fait le catch. Sa famille n'était pas d'accord. Il a même plaqué sa carrière dans le football américain pour faire du catch parce que c'est ce qu'il aime faire. Et puis voilà. Il a été influencé par Randy Savage. Sa rivalité avec Dijakovic ont ouvert les yeux à tout le monde que voilà, les gros mecs peuvent aussi faire des trucs extraordinaires et c'est pour ça qu'il est limitless. Donc on n'apprend rien de neuf hein, sur Keith Lee. Juste, voilà, un petit segment vidéo qui le glorifie, c'est bien le terme avec lui. Donc on ne sait toujours pas qui va venir lui ravir la ceinture ou lorgner du côté de son titre. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa de voir qu'ils reconnaissent, ils prennent du temps d'antenne pour reconnaître que Kissy est quand même un athlète hors du commun. Tout comme notre psychopathe de service qui est hors du commun, puisqu'il est quand même très très flippant avec son regard bleu acier qui ne cligne jamais les yeux, c'est Dexter Lumis qui va squasher le jobber du mois, T.O.T. Miles, qui lui job partout en ce moment aussi. Ah ouais. Comme Tozawa, il a un temps d'antenne qui a été augmenté au moins par 500%, je pense, les dernières semaines. Donc voilà, rien de Ah bah rien. Hein. particulier dans ce match. Hein, ça a été ultra rapide. Je crois Ouais. que T.O.T. Miles, il a mis un seul coup à Dexter. Je crois qu'il lui a mis un dropkick et puis que ça s'est terminé là-dessus, quoi. Et Voilà. j'aime bien ce combo finish là de Dexter Lumis à son Spinebuster Ouais. modifié. Enfin, c'est plutôt un Uranagi en l'occurrence. Son Uranagi et puis qui enchaîne avec un Anaconda Vice. Là, je trouve que visuellement, c'est vachement propre. Et Dexter Lumis, au-delà de son regard de psychopathe, il a aussi un physique hein, quand même, ce mec. Hein. Ah, bah oui, Il il y a a il y a le physique, il y a pour la dangerosité. D'ailleurs, moi, ce qui m'a Ouais, dérangé, ouais, c'est que T.O.T. Miles, il dessinait être un peu genre hipster modiste, super léger, ouais. limite à se foutre de la gueule d'Dexter Lumis, alors que le mec est censé avoir une présence ultra inquiétante. Je trouvais qu'il avait bien mérité son squash hein, sur le coup T.O.T. Miles, je sais pas, joue un peu psychologie, fait un peu le mec à peur parce que le mec en face de toi dans le ring, il est pas rassurant quoi. C'est pas contre le New Day que tu te bats là, Ah non, pas vraiment. Ouais. c'est contre un mec, s'il n'y avait pas d'arbitre et de caméra, il t'emmènerait dans son camion, il te larguerait dans la mer après t'avoir découpé en morceaux dans plusieurs sacs. Donc Ouais, c'est on exactement va se ça. calmer.
Donc voilà, Dexter Lumis qui continue à marquer son impact inquiétante, et qui n'a pas fini, puisqu'on le reverra en petit caméo un peu plus tard, dans le main event. On vous raconte ça tout à l'heure. Donc on a ensuite, eh bien, Adam Cole, hein, comme il est champion NXT et comme Charlotte et comme Keith Lee, bah, lui aussi il a droit à une petite vidéo, hein. On a quasiment pas de champion dans le ring, mais ils sont tous en vidéo à faire des trucs. Bah, lui, Adam Cole, comme d'habitude, il fait son bronzage auprès de sa piscine. Donc il parle de Velveteen Dream. Encore une fois, il dira juste que Velveteen Dream est un idiot. Velveteen pensait que Adam Cole allait se pointer pour discuter avec lui. Bah, le champion, il n'a pas que ça à faire. Voilà, hein, donc c'est que le début ce soir de la reconquête de l'or par le Undisputed Era, puisqu'on nous apprend que, eh bien, ce sera Bobby Fish et Roderick Strong qui auront un title shot pour les tag team title contre, eh bien, King of Bro, Matt Riddle, et un partenaire de Sans Choix Mystère, puisque Pete Dunne, comme Walter et d'autres, est toujours bloqué en Angleterre. Donc voilà, il y aura ça. Donc ce soir, c'est le début de la reconquête des titres de l'Undisputed Era. Et ainsi, ils seront à nouveau complets. Bah, Velveteen Dream, lui, il arrive, puisqu'il est là, hein, puisqu'il attendait Adam Cole. Donc voilà, il s'adressera à Cole en le teasant, en disant « Ok, tu dis quand même beaucoup de merde Adam Cole, mais il faut reconnaître que tu es certainement, de façon indisputable, le plus grand champion NXT qu'on ait connu. Et ça ne plaît pas à quelqu'un, à Finn Balor, qui d'un coup débarque, Et ouais. fait « Hé, mec, fais gaffe, parce qu'avec ce genre de paroles, tout ce que tu vas gagner, c'est un rencard dans le ring avec le prince. » Et là, Velveteen Dream qui se démonte pas, il lui dit « Bah écoute, si t'as qu'à être un bon gentleman, Finn, et venir me chercher mercredi prochain. » Donc peut-être qu'on aura a priori, hein, un match entre Finn Balor et Velveteen Dream. Voilà de quoi les occuper tous les deux. Du moment que Walter puisse venir aux États-Unis, du moment que Adam Cole puisse sortir de sa piscine, eh bien, on va faire s'affronter les deux gars qui essaient de s'attaquer à des écuries et des équipes en ce moment. Donc, un match Finn Balor et Velveteen Dream, compliqué à booker et qui faire gagner, non? Eh ouais, voilà, exactement. Là, c'est là la question. Là, tout le nœud du problème est là. C'est-à-dire que c'est très bien. Moi, je pense que c'est une très belle affiche d'avoir un Baylor versus Dream, mais qui fait un gagner parce qu'il faut les garder over tous les deux, puisque entre l'ami Baylor qui attend que Walter sorte du confinement et puis Dream pareil avec Cole, c'est vachement délicat pour les bookers là. Hein. Il faut pas faire ressortir affaibli ni l'un ni l'autre. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça, et du coup je suis curieux. Et écoute, moi de ce que j'ai compris, c'était clair et net qu'ils allaient s'affronter mercredi prochain. Hein. Donc Ah oui. à mon avis, ça sera même de toute façon le main event du match, Ouais. du show, pardon. Mm. Du coup, ouais, c'est assez délicat comme situation. Et c'est même presque surprenant qu'ils aient choisi de se faire rencontrer aussitôt le Velveteen avec Finn Balor. Mais écoute, en tout cas, moi je suis plutôt client de voir un match comme ça qui, je pense, devrait avoir son lot d'excitation. Ouais, tout à fait d'accord, hein, et bien curieux de voir comment ils vont booker ça. Alors après, par les règles du booking WWE, pour qu'aucun de ses adversaires ne paraisse affaibli de la rencontre, bah, il y a des chances qu'il y ait une intervention, que ça se finisse en Oh autre bah oui. boudin, hein, voilà. Oh bah ouais. Malheureusement, on aimerait bien avoir un match entre les deux clean, qui aille jusqu'au bout et qui aille au-delà des limites des deux adversaires. Mais non, malheureusement, cher public capable du catch-up, il faut pas Bah s'attendre écoute, à ça. ouais, si on parlait de booking, de toute façon, tu parlais, voilà, ça va être de l'interférence, et fatalement, je pense que c'est un match dans lequel on va avoir et Imperium et l'Undisputed Era qui vont apparaître à un moment ou un autre durant ce match, quoi. Hashtag overbooking, Voilà. c'est clair. Bon, ensuite, on a eu... Hashtag Ouais, tradition WWE. ouais, les traditions, ouais. Elles ont la peau dure, ces traditions. Ah ouais. Ceux qui ont la peau dure, c'est les Indushir, donc l'équipe d'Induin. Donc on a une petite promo backstage avec donc leur manager qui dit que c'est des gros badass, avec le numéro 1 qui dit un truc en indien qu'on comprend pas, le numéro 2 qui dit un truc en indien on comprend pas, ils font des gueules de bad guy à la fin, voilà, Voilà. c'est super. On n'aura pas compris. Voilà, je comprends pas pourquoi il s'est vertué à faire parler des gens comme ça, alors qu'ils savent qu'on comprend pas, quoi. Et je pense pas que... Est-ce que c'est à destination du public indien? Est-ce que en Inde, NXT est un truc qu'ils peuvent voir, qu'ils regarder? Je sais pas. Mais je comprends pas. C'est comme Author of Pain, hein, j'ai jamais compris pourquoi il s'est vertué à leur faire faire
des discours pendant, je sais pas, à part pour choper de la foreign hit, hein, de la hit étrangère, pour que des Ouais, mais gens je chez eux crient USA, USA, je sais pas. voilà, mais je crois que c'est tu vois, mais c'est triste, hein, mais je crois qu'on en est là. Je crois que c'est exactement pour ça. Les Authors of Pain, ils ont été victimes déjà, comme tu l'as dit, de ça, quoi. C'est-à-dire, ils faisaient leur promo en albanais juste pour attirer une bonne vieille hit de racisme primaire, comme ils aiment aux États-Unis, quoi, et pour ressortir les bons relents patriotiques USA, USA, voilà. Ouais. On en est là. On en est là. Bah, là, c'est le main event, hein, donc ce fameux match tag team pour les ceintures entre Bobby Fish et Roderick Strong pour le Undisputed Era contre bien Matt Riddle et son partenaire mystère du soir, qui sera donc révélé être Timothy Thatcher, donc qui est peut-être Ouais. le neveu de Margaret Thatcher. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, Timothy Thatcher, bon, c'est un catcheur américain qui a beaucoup fait parler de lui, notamment du côté de la Evolve, où il a été le champion, le règne le plus long de l'Evolve, jusqu'à ce qu'il perde contre Zack Sabre Jr. En Mais 2017. il est anglais, Timothy Thatcher, il est pas américain? Bah écoute, je sais pas, non? Ah ouais? Ah bah, moi, pour moi, il était anglais, mais Non, c'est pas je impossible, hein. Non, non, je il est né en Californie, il est né à ah bon, il Sacramento. est ah Ouais. d'accord, OK. Il est D'accord, né en OK. Bah, Californie. écoute, Mais tu il a vois? une gueule un peu d'anglais, effectivement. Comme je le Pas connaissais su pas, tu du coup, ouais. comme je le connaissais pas, moi, du coup, sur le coup, j'ai cru qu'il était anglais, quoi, mais Mmh mh. Ouais, ouais et donc à la Evolve notamment, il a été aussi le 2e homme à avoir les 2 titres, hein, le titre Evolve et le Open the Freedom Gate Championship. Savoir que le détenteur de ces 2 titres en même temps, qui lui a précédé n'est autre que Drew Galloway, à savoir Drew McIntyre, hein, comme quoi eh ouais. le monde du catch est vraiment petit, petit. Donc c'est Timothy Thatcher qui vient faire le remplacement de Pete Dunne, donc un autre bruiserweight, hein, comme on dit. Donc de grosses séquences, bien sûr, le match lui fera la belle part pour que on sache, qu'on comprenne qui est ce Timothy Thatcher. Et pendant le match, chose notable, c'est qu'on aura, on voulait un peu teaser un peu plus tôt dans l'épisode, dans la review, eh bien Dexter Lumis qui sera vachement loin, à la limite dans les backstage, sous un éclairage jaune-orangé qui regardera fixement le ring pendant de nombreuses minutes. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas qui il regarde, on ne sait pas ce qu'il regarde, mais visiblement, il y a quelque chose dans le ring qui attire son attention. D'après toi, qu'est-ce que... Bah, là, je t'avoue que là, moi, ça m'a interloqué parce que, là, c'est un match de tag team. Dexter Lumis, il est tout seul et je pense pas que ça soit le genre de personnage à être en équipe. Donc j'ai un peu, autant j'aurais compris s'il avait eu une interaction par rapport à un Baylor, un Velveteen Dream ou je sais pas, mais là pour le coup j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il était mis en interaction avec la Tag Team Division là. Mais bon, écoute, je sais pas. Ouais, Il a peut-être un compte personnel à régler avec Matt Riddle. ouais, alors je me suis dit, il y a deux solutions. Soit ça va être une rivalité contre Thatcher pour installer le gars, si Thatcher est amené à catcher la NXT pendant les temps à venir, pourquoi pas, hein, ça peut être un premier gros affrontement entre Lumis et lui. Ou alors si ils vont sur la route un peu comique, ce que je souhaite pas, hein, mais ça serait peut-être que Dexter Lumis devienne le partenaire de, de Matt Riddle de temps que Pete Dunne revienne. Je sais pas. Ouais, enfin sur l'alignement ça collerait pas quoi. Mais Non, mais il y aurait justement un côté comique de contraste. C'est ce qu'ils ont fait entre ah ouais, Pete ouais, Dunne ouais et Matt peut-être. Riddle au début. Il y a Pete Dunne qui est waouh, je fume des gros oins, je suis un peu guignol. Et à côté de ça, Pete Dunne qui sort des faubourgs d'un banlieue de Londres et qui brise des doigts à tout le monde. Il y avait un peu ce contraste entre un mec super violent et dangereux et un mec plutôt surfeur cool, hein. Donc il pourrait reproduire ça encore plus avec l'association. Mais je parlerai un peu plus sur une rivalité peut-être avec Thatcher, hein, afin d'asseoir un peu ces deux nouveaux visages à NXT. Pour revenir au match, et bien du coup, comme je vous disais, la part balayette à Thatcher, c'est lui qui obtiendra, après un gros affrontement digne de main event NXT, eh bien la victoire par soumission, puisqu'il fera donc un Fujiwara armbar sur Bobby Fish qui abandonnera. Et donc, effectivement, bien victoire de Matt Riddle et Timothy Thatcher, mais Timothy Thatcher qui ne prendra pas, hein, dans les mains la ceinture que lui tendra Matt Riddle. Il a l'air d'être plutôt un bon face, hein, en disant ok, j'ai gagné le match, mais j'ai pas mérité d'avoir le titre.
Donc, on ne sait pas si cette association est amenée à rester pour les semaines à venir ou pas. Tout ceci, on verra dans le prochain épisode, dans les semaines à venir. Mais en tout cas, première impression de Timothy Thatcher, de ton côté? Bah, pas trop mal, il a une gueule, il a est assez speed, malgré un gabarit quand même, parce qu'il fait plus d'1,90 m apparemment et donc gabarit quand même. Mmh. Et il m'a fait plutôt une bonne impression. Le match a été plutôt pas mal, un bon main event de 20 minutes quoi et c'était plutôt pas mal. Je pense que ça aurait été un match, en public, ça aurait été un match vachement sympa à suivre. Et voilà, mais comme tous les matchs de catch à l'heure actuelle, me concernant en tout cas, de toute façon, perdent déjà au moins 50% de plaisir du fait de l'absence du public. Mais en tout cas, je reconnais là que les quatre ont fait une belle série, quoi, et avec un Roderick Strong que j'ai trouvé bien chaud, qui nous a balancé un énorme Olympic Slam là. Mmh. Et victoire trop sans surprise finalement des champions en titre, même si on peut pas mettre Timothy Thatcher véritablement là-dedans, mais en tout cas, c'était un main event qui tenait bien la route. Ouais, tout à fait, bien d'accord. C'était un beau match. Suite à ça, un dernier segment de la soirée où on a Tommaso Ciampa qui était attendu afin de s'exprimer puisqu'il a perdu la semaine dernière le match, le dernier battement de cœur, hein, la der des der, entre lui et Johnny Gargano. Donc c'est un Ciampa un peu abattu, qui est dans une espèce de partie backstage, où il part avec une caméra, très sobrement. Il dira: «OK, bah, Johnny, tu es le meilleur homme. C'est bien toi». Et il y a une petite pause, on s'attend à ce qu'il annonce quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il annonce qu'il part d'NXT? On ne le saura pas, puisqu'avant qu'il puisse finir d'exprimer sa pensée, eh bien, il sera attrapé par derrière et balancé par un violent slam sur le sol. La caméra tombe sur le sol aussi, et on entend Ciampa qui se fait rouer de coups par quelqu'un. Voilà, Ciampa on voit son visage un peu inanimé sur le sol. On voit une botte noire, un homme chauve qui s'assoit à côté de Ciampa. Il respire très fort et bien du coup forcément on se doute que c'est Killer Cross, avec Scarlett Bordeaux qui était dans la voiture, hein, en regardant Johnny Wrestling partir avec Candice LeRae la semaine dernière. Donc Killer Cross et sa compagne ne semblent pas aller s'en prendre au gagnant, au couple gagnant de la semaine dernière, mais plutôt au perdant. Un peu Ouais, original, à savoir que Killer Cross a été renommé, hein. Il ne s'appelle pas ouais, Killer, hein, puisqu'on n'aime pas trop ça, WWE. Tout ce qui est guerre, tout ce qui est meurtre, on évite. Et donc son nouveau nom, c'est Karrion Cross. ouais. Carrion. Donc, Karrion ouais, Kross. Ouais. exactement. Ben, Bon, ça c'était sûr, hein, si tu veux, il y avait pas de surprise là-dessus sur le repackaging de son nom, hein, ouais, c'était clair et net qu'ils allaient pas garder Killer mmh, Kross, hein, c'est anti-WWE ça, hein, donc c'est clair. Pas voilà. PG du tout. Non, non, pas du tout, non. Donc du coup, il s'attaque à Ciampa, moi j'aime bien Killer Kross donc et je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans une rivalité avec, Ciampa. Là, ça peut dans le ring, ça peut nous donner quelque chose d'assez violent, hein, d'assez stiff, hein. Et Ouais. donc voilà, donc il y a pas d'explication donnée, spécifiquement de pourquoi il s'en prend à Ciampa, mais en tout cas, moi, voilà une rivalité que je prends avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, donc effectivement, pourquoi Ciampa? Eh bien ça, on verra, prochaine ou dans les semaines à venir. C'était le dernier segment de NXT et on change de chaîne pour aller sur TNT Dynamite All Elite Wrestling, et qui Yeah! commence comme d'hab, ces dernières semaines avec, eh bien, une petite promo, comme on les aime tant, de Jake the Snake Roberts, voilà, hein, qui parle encore de son poulain, de son client, Lance Archer, disant voilà que quand il arrive dans quelque part, ben Archer, il demande l'attention, hein, il l'obtient avec son charisme, voilà. Jack the Snake, il pense que qu'Archer va vraiment, vraiment se régaler durant son tournoi, dans le tournoi pour le champion de TNT, parce que tout amène à ce qu'il rencontre Cody lors de la finale, mais entre-temps, il sera ravi de démembrer et assassiner tous ceux qui sont sur son chemin, notamment bien Colt Cabana. Il reconnaît, hein, Jack, hein, que Colt Cabana, il a des compétences, il a du talent, mais pas assez pour battre l'animal qu'est Archer, puisque Ah, donc c'est c'est le énorme! match qu'on aura ce soir.
Il dit quand même, le Snake, il dit quand même que Archer, il fait tellement peur qu'ils ont été obligés de l'exiler au Japon, quoi. Parce que voilà, ils n'arrivaient même pas à le faire catcher aux États-Unis tellement il foutait la trouille à tout le monde. J'ai trouvé ça très très bon, quoi. Et il dit que finalement, il est de retour et que c'est devenu un animal. Ouais, j'ai trouvé ça excellent. Ah, Jake the Snake, respect éternel. Ouais, c'est que parfois ils hésitent pas, hein, l'élite, on le revoit parfois, mais ça marche bien d'être vraiment d'aller au bout des trucs, quoi, dans l'exagération. Et effectivement, quand Ouais, il dit, ouais. ouais, on a été obligé de l'exiler au bout de la Ouais. terre, tu fais what the fuck, quoi, c'est improbable. Mais voilà, c'est effectivement bien délivré, hein, comme d'hab, Jack, Ouais, bah voilà. impérial, Ouais, le mec, vraiment bien dans son rôle. je sais même plus quel âge il a maintenant, Jake, mais il a gardé ce truc du mic, quoi. Voilà, quoi. Il est capable encore de délivrer la promo alors qu'il est dans un tel état physique et de santé générale quand même. Il est quand même très vacillant, ce vieil homme. Mmh. Mais voilà, qui se servent de lui en tant que, on va dire plus ou moins de manager de Lance Archer. Je trouve que c'est très bien trouvé et que le papy a l'air de s'éclater et c'est tant mieux. Ouais, absolument. Donc, eh bien, le duo, à savoir, eh bien, Tony Schiavone et Chris Jericho. Et ça, Oui, c'est pour notre plus grand plaisir, parce que c'était c'est vraiment clair. excellent la semaine dernière. Donc, on a Colt Cabana qui répond plus ou moins à cette promo-là. Voilà, ben, il dira que il sait qu'il peut gagner le match, hein, il peut être un winner, il peut être un gagnant. Ok, Lance Archer a été dominant au Japon, mais lui aussi, il a fait ça pendant des années et des années. Donc, il parie sur lui-même, Colt Cabana, et il parie qu'il va devenir le champion de TNT. Eh bien non, puisqu'il y a le match qui a lieu suite à ça, hein. Et bien entendu, c'est Lance Archer, le Murder Hawk Ouais. Monster, qui disposera de Colt Cabana avec quand même, hein, des offenses, des phases offensives Ouais. de la part de Boom Boom Colt Cabana, hein, donc il s'est pas fait non plus squasher, hein, loin de là, mais quand même grosse domination de Lance Archer qui gagnera avec son blackout, hein, pour la victoire. Ouais, Donc, ouais, ouais. Un match de 10 minutes quasiment, mais bon, dans ouais. lequel Archer va faire du no-sell Mm. presque pendant tout le match, quoi. Et avec un espèce de vieux gros sourire de psychopathe absolu, là. Ah, mais moi, j'adore, hein. Franchement, je découvre ce mec, donc du coup, moi, je suis en plein kiff, là, hein, parce que là, Lance Archer, là, moi, vraiment, pour le coup, c'est vraiment fresh pour moi. Donc, ça, c'est un truc qui m'arrive quand même assez rarement. Donc, Mm. quand je tombe sur un catcheur que je ne connais vraiment pas, et du calibre de Lance Archer, moi, je baigne dans mon jus, là, depuis quelques semaines, là. Vraiment, Et je trouve ce mec, mais tueur, absolu, quoi. C'est un miracle que Colt Cabana s'en sorte pas avec des multiples fractures incroyable, ce Lance Archer. Je sais pas mm. où il va aller, où ils vont l'emmener, mais en tout cas, ce mec, je pense, va tout détruire sur son passage pendant plusieurs mois, là. Ouais, bah, comme d'habitude, hein, il arrive, il va attaquer quelqu'un qui est public, on va dire entre guillemets, hein. Donc, comme depuis plusieurs semaines, on a plusieurs catcheurs et extras de All Elite Wrestling qui sont aux abords du ring. Et bien, Lance Archer, comme d'hab, il arrivera, il sera pas monté sur le ring, qui va défoncer la gueule à quelqu'un qui traînait par là, juste pour le plaisir, parce que c'est son gimmick. Tu disais effectivement que Lance, il a fait pas mal de no-sell durant le match, hein. Donc, pour nos auditeurs, le no-sell, c'est quand eh bien, un catcheur se prend un coup et devrait marquer une expression de douleur. Eh bien, le no-sell, c'est comme si rien ne s'était passé, comme si le coup ne lui faisait rien du tout. Est-ce que toi, Voilà. t'aimes bien ou pas? Quand parfois les Ah catcheurs bah, font du ah mais no-sell comme ça. ah ouais, moi je suis pas contre ça, hein, de toute façon, hein. Si c'est bien dans l'histoire racontée dans le ring et que ça correspond bien à la gimmick du catcheur, etc. L'Undertaker était un grand spécialiste du no-selling. Mm, tout à fait. Le Fiend aussi parfois nous Ah gratifie oui, quand même grave. assez régulièrement de no-selling. Donc si c'est bien, et moi je trouve que ça collait bien. Pour le coup là, dans ce match-là, Cabana versus Archer, bah je trouve que ça collait bien, quoi, parce que Cabana, on sent qu'il tente, qu'il essaye, qu'il donne tout ce qu'il a dans son arsenal, mais que l'autre le regarde avec un espèce de sourire narquois et en mode mais mon, je vais te bouffer, mais c'est pas tes atémies qui vont faire quoi que ce soit, je vais te défoncer, quoi. Et je trouve ça génial. Moi, ça marche super bien sur moi. Quand c'est bien exécuté, ça marche super bien. Mm, mm. Ouais,
Je suis assez d'accord. Pareil, moi, j'aime beaucoup du côté du Japon, Taibushi, qui récemment, Oui, depuis 1 an, 2 ans, dans un match, à un moment donné, arrive dans une espèce d'état de transe où on voit qu'il est complètement habité par quelque chose. Et là, il passe en phase, en mode où il nocelle tous les coups. Et la façon dont il raconte est assez cool. Je trouve que ça rajoute un truc qui est vraiment un peu excitant, un peu nouveau. C'est un peu comme si on prenait on va dire, un tabou du catch. C'est-à-dire et que ouais. dans le ring, c'est comme s'il disait: «OK, oui, les coups que je prends, ils me font pas mal, en fait». Donc ça joue un peu le côté, le catch, c'est du «fake» entre guillemets, c'est pas du vrai combat. Mais en utilisant ça dans le storytelling et ça, c'est plutôt cool. Et Lance Archer, effectivement, ça fait sens vu le monstre que l'on dit qu'il est. Eh bien, ouais, il y a des coups qui pourraient suffire à mettre quelqu'un par terre. Eh bien, lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc, et effectivement, jusqu'où il va aller? Est-ce qu'il va mettre ses griffes sur la ceinture TNT Champion? Ou est-ce qu'il va rencontrer un os sur son chemin? On verra la suite dans les prochains épisodes Moi, et les bah, prochains matchs du tournoi. Ensuite, on passe, ben, du coup, vous avez rendez-vous chez le dentiste, hein, ça tombe bien, puisque Britt Baker, elle est là pour vous. Elle nous accueille dans son cabinet. Donc elle a un petit pansement nasal, hein, puisque la semaine dernière, elle s'est fait cater le pif par Hikaru Shida, ce qui a donné des flots de sang qui s'est coulé de son nez, comme elle nous le rappelle. Et donc, elle a un petit paperboard, elle a marqué, effectivement, les règles pour être un modèle, un rôle modèle, et bien, la première, c'est de toujours combattre juste, toujours être fair, ce qu'elle n'était pas effectivement Hikaru Shida la semaine dernière. Et elle, Britt Baker, heureusement, bah, elle est là pour combattre juste. Et ce qu'elle va faire suite à ça contre Cassandra Golden, hein, qui est aussi une élève de la Nightmare Academy, là où ils font les tournages en Georgie, qui est un peu finalement le développement, de terrain de développement de All Elite Wrestling, on peut dire, hein, parce qu'on a ouais, ouais, c'est ça. beaucoup d'extras qui viennent de là. Bon, un match là, très court, hein, limite un squash, un super kick, du trash talk, et puis après, ben, elle va lui mettre la mâchoire sur les cordes, hein, comme si effectivement Cassandra Golden mordait des cordes, et un bon coup de pied derrière la tête, un peu façon American History X, pour la victoire. Donc, on essaie, même si c'est toujours Hikaru Shida qui est la number one contender pour le titre de Nyla Rose, eh bien, Britt Baker reste quand même dans les esprits et reste à l'antenne. Et bien sûr, Hikaru Shida aurait été eh bien, pas loin du ring, hein, elle aurait été dans le public, si on peut dire ça, pour regarder ce match. Et de ses expressions, elle n'est vraiment pas d'accord avec la façon de faire de Britt Baker. Donc, on aura certainement un rematch entre les deux. Cette histoire n'est pas finie, loin de là. Surtout que Nyla Rose, ben, depuis le confinement, on la voit plus, hein. Je sais pas Ah si non, elle a il y a un disparu, problème ou ouais. quoi, mais Ouais, fait ouais. partie de ces catcheurs et catcheuses comme ça qui, malheureusement, sont peut-être bloqués quelque part ou ont peut-être un pépin de Ouais, santé, on c'est ne sait possible. pas. Donc il faut faire des programmes en attendant. Donc si on a un Britt Baker et Hikaru Shida un peu mieux construit que la dernière fois, moi ça me va plutôt bien. Hem, Ouais, c'est sur les d'ailleurs, Baker, elle utilise un curb stomp, en fait. C'est une ouais. espèce de curb stomp, modifié plus ou moins, quoi, mais j'avais pas trop percuté. Bon, moi, elle m'intéresse pas trop entre les cordes, mais après, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal sa petite promo. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle soit ajoutée un peu dans cette title picture féminine qui est vraiment très, très faible à la E-Dub. Et Mmh mh. bah, du coup, avoir autour du titre 3 filles, c'est plutôt pas mal, quoi. Avoir Baker, Shida et Nyla Rose, ça permet quand même de donner un peu de densité, à cette division féminine, du coup, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que c'est même presque le moment le plus intéressant en ce moment de la division féminine, à la All Elite Wrestling. Ouais, je te rejoins, tu as tout à fait raison dans ton analyse, puisqu'au moins ça fait une rivalité, titre, hein, mais par une espèce d'embrouille qu'il y a entre deux catcheuses Ouais, qui sont clairement pas d'accord sur comment les choses doivent être faites. Donc, du coup, voilà, ça met un peu plus d'histoire personnelle dans tout ça et pas seulement pour les classements et le titre, hein, ce qui est plutôt pas mal. Je suis bien d'accord. Ceux qui sont d'accord, parce que contradiction, ils sont toujours unis, ils n'utilisent jamais les coups des autres, ils ne boivent jamais sur le travail, tout ça, c'est bien sûr le cercle intérieur, The Inner Circle, qui nous présente ben, un peu le premier épisode de leur, de leur show un peu à la Building the Elite, le Bubbly Bunch.
donc la Ouais. bande du Bubbly. Donc on va avoir chaque membre du Inner Circle qui aura filmé depuis chez eux avec un téléphone, une petite séquence un peu à la Friends. On a vraiment l'impression d'être devant un épisode de série télé américain un peu goofy, un peu fun, avec une bande de potes. Et ils se parlent les uns les autres, donc on passera comme ça d'un membre à l'autre. Et tous, bien sûr, ils parlent du gros morceau, ils parlent un petit peu, bien sûr, de la rivalité avec The Elite, hein, de ce Blood and Guts match qui aura lieu on ne sait pas quand, comme le dit Jericho. Mais ils parleront, bien sûr, surtout du match entre Jake Hager et Jon Moxley pour le titre qui aura lieu ce soir. Et durant tout le long de l'émission Dynamite, on aura des interviews de différentes personnes, des commentateurs sportifs, des gens du MMA, des gens de Bellator, des gens d'ESPN qui donneront un peu leur piécette, leur avis, qui gagnera entre Moxley et Jake Hager. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit J'ai adoré. segment rigolo Baby Bunch? J'ai adoré comment j'ai kiffé. Alors, mais comment je me suis marré. Mais c'est le même Hager qui est pas un mec qui me fait rêver. Et ben même lui m'a bien fait marrer avec ses deux gosses allongés sur le transat et à qui il dit de se boucher les oreilles au moment où il commence à faire du trash talking un petit peu trop sévère. Et j'ai adoré Jericho, mais comment Jericho m'a fait poiler là. Toute la fin là où il est en train de se faire un œuf au plat, qui se sert du jus d'orange, qu'il en fout partout, et que à la fin en fait il termine la conversation avec l'Inner Circle et que bah il a sa sœur en fait en double appel et qui dit à sa sœur bah alors mais qu'est-ce que tu fous là, je suis en galère de PQ là depuis, j'arrive plus à trouver de PQ, il va falloir que tu m'en ramènes absolument. Ah, moi j'ai trouvé ça trop bon, j'ai trouvé Jericho fantastique et vraiment ça m'a fait poiler, mais comme il fallait, c'était parfait ce segment. C'était tout con dans le sens où bah voilà, on utilise les trucs finalement liés au confinement, la visioconférence que tout le monde utilise depuis des semaines. Et voilà, ils ont transformé ça en segment marrant et voilà, entre poteaux, un truc à la WhatsApp et voilà, exactement. Et moi vraiment, je me suis vraiment bien poilé pendant ce segment. J'ai validé. Ouais, en plus, encore une fois, hein, l'autodérision de Jericho, ils sont limites. C'est le signe des gens vraiment drôles, hein, quand tu sais rire de toi-même comme ça. Mais ouais. Tu peux rire de tout ce que tu veux. Tu l'as dit au tout début, mais en plus, voilà, on l'a eu en commentaire, c'est un délice, quoi. Pendant tout l'intégralité de l'heure et demie du show, voilà, entendre Jericho au commentaire, c'est un délice à chaque instant, quoi. Bah justement, il y a un de ses extra jobbers favoris à Jericho, Pineapple Pete, comme il l'appelle, Such D qui était là la semaine dernière et qui a des chemises avec des ananas sur lui, donc une espèce de, je sais pas, de Noé Rossé du côté de la All Elite qui affronte Sammy Guevara pour un match très court, puisque Sammy Guevara il n'a pas que ça à faire, hein, donc voilà, un gros coup de genou répété dans la tête de Pineapple D, c'est ce qu'il faudra pour que l'ananas explose, et Sammy Guevara qui remporte la victoire, qui prendra le micro en disant bah, ça c'était rien pour le dieu hispanique que je suis, c'est que dalle. Et c'est la même chose quand je vais battre Darby Allin la semaine prochaine pour le tournoi. Je vais l'exposer sa tronche. Donc là, il revient vers son adversaire du soir pour continuer à l'asséner de coups. Mais ni l'une ni deux, Darby Allin viendra faire donc le save pour Such D. Donc voilà, toi, ton petit prono minute entre Darby Allin et Sammy Guevara la semaine prochaine. C'est équilibré, mais peut-être que pour conforter le personnage du heel archi arrogant qu'est Guevara, et puis le fait qu'il a quand même tout un clan derrière lui, qui n'est pas forcément le cas de Darby Allin, je mettrais peut-être quand même une pièce sur Sammy Guevara. Ok. Sammy Guevara, je pense aussi, je le vois bien. Alors soit c'est Guevara de pâture à Cody pour aller à la finale n'importe quoi. Lance Archer contre Cody, ou alors un Darby Allin qui fera la surprise et battra Cody en demi-finale afin d'affronter le Murder Hawk en finale. Donc, voilà, ça sera une boucherie. Archer Allin en finale. Ouais. Là, le skater, là, il va se replier en 12. Là, ça va faire ni une ni. Ouais, mais rappelle-toi, il a fait un match il y a un mois où il était seul
contre l'Inner Circle. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. il avait même les mains attachées, je crois, à la fin. Enfin, c'était un peu une boucherie. Il a duré extrêmement longtemps. Donc ça sera une boucherie si c'est un Darby Allin contre Lance Archer, mais ce sera pas un squash, loin de là. Ça durera longtemps, je pense. Ça sera une boucherie méthodique, tu vois. Ouais, c'est possible. Mm. Bon, un autre affrontement avec plein d'éléments fun, ça va être donc Kip Sabine qui sera accompagné de Penelope Ford contre Chuck Taylor des Best Friends, accompagné d'Orange Cassidy. Donc les deux adversaires auront bien sûr chacun dans leur camp désaillé, puisque donc bien sûr Penelope Ford s'immiscera dans le match et sur la fin du match fera effectivement preuve de son athlétisme avec un Hurricane Rana depuis la troisième corde sur Taylor et lui accordera du coup la victoire à Sabine qui profitera de cette distraction de l'arbitre. Mais il y a un moment assez rigolo, à un moment donné Penelope Ford monte sur le tablier du ring, regarde Chuck Taylor, elle enlève sa veste en cuir, elle est un peu en corset, donc très séduisante Penelope Ford, donc C'est clair. ce qui distrait Chucky T. Et quelques instants plus tard, eh bien, c'est Orange Cassidy qui fera pareil pour essayer de distraire Kip Sabian. Il arrivera, enlèvera sa veste en jean, fera une petite moue provocatrice, voilà, qui provoquera un what the fuck de la part de Kip Sabian. Pas le même effet, mais le même résultat, une distraction. Mais au final, les distractions sont trop fortes pour les Best Friends, et donc c'est Kip Sabian qui gagnera, notamment avec l'intervention de Jimmy Havoc, qui était, comme d'habitude, pas loin du ring. Et d'ailleurs, aux commentaires, on dira que Jimmy Havoc, en ce moment, il habite avec Penelope Ford et Kip Sabian. Il a sa chambre chez eux, donc d'où l'explication de cette petite alliance, du fait qu'ils donnent des coups de main durant le match. Moi, j'aime bien ce petit côté où on fait rentrer les détails relationnels des catcheurs et catcheuses dans le storytelling. Je trouve ça plutôt intelligemment fait. Est-ce que ça va nous amener à, bien sûr, un match entre les Best Friends versus Kip Sabine et Jimmy Havoc, même un contre 3, Best Friends et Orange Cassidy contre Kip Sabian, contre Jimmy Havoc et Penelope Ford. Peut-être un intergender wrestling match triple threat. On ne sait pas. Peut-être ça peut être ce qui nous attend. Pourquoi pas. Mais, après, ouais, bon, c'était un match rapide, mais plutôt effectivement avec ce que tu as cité quoi, sur le magnifique top rope Hurricane Rana de Penelope Ford. J'aime beaucoup Penelope Ford, moi je suis fan. Ouais. Bon, par contre, le truc, c'est qu'après son Hurricane Rana, sous les yeux de l'arbitre qui fait genre, je l'ai pas vu. Alors qu'elle aurait pu sortir de l'autre côté, et bon, c'est pas grave. Oui, exact, ouais. Mais après, c'était marrant, quoi. Effectivement, avec cette interaction d'Orange Cassidy et tout ça, c'est vrai que ça avait un côté assez rigolo et j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'était plutôt fun. Absolument. Du fun, non. Du très court, Non. oui. Oui. Sean Spears contre Justin Lowe, encore un extra du coin. Eh bien, Sean Spears, qui malgré sa défaite la semaine dernière contre Cody, squashera ce petit mec Justin, qui est très jeune. Justin Lowe, on a l'impression qu'il avait 16 ans. Ah ouais, c'est vrai qu'il est gamin. Il va se faire bouffer, et effectivement, il s'est fait bouffer. Donc voilà, donc tout ça, peut-être pour nous dire que malgré sa défaite contre Cody, Sean Spears, il est là et il compte. Peut-être qu'il va profiter du Corona Mania pour lui aussi récupérer un peu de temps d'antenne du côté Dynamite, ce qui serait pas dommage. Lui qui est plutôt habitué à Dark, qui est leur show sur YouTube. On en arrive à les annonces de matchs pour la semaine prochaine. Donc on va avoir des matchs Darby Allin contre Sammy Guevara et Kip Sabian contre Dustin Rhodes, donc qui sont des matchs pour le TNT Championship Tournament. Mais on aura aussi du coup un Jimmy Havoc contre Orange Cassidy. Donc grosse bataille de style entre le côté comique de Cassidy, le côté extreme wrestling de Jimmy Havoc. Ça va être quelque chose cette histoire. Et on en arrive à notre main event qui était annoncé en grande pompe cette semaine et la semaine dernière aussi. Le match pour le titre suprême entre Jon Moxley et Jack Hager, Empty Arena, No Holds Barred match. Donc dans une arène à ciel ouvert, je crois, enfin une arène plus grande, c'est pas le même setting où ils étaient juste à présent. Il y a personne à part l'arbitre et les caméramans et les catcheurs. Et c'est Jim Ross qui est aux commentaires, seul. Ouais. J'étais même étonné d'ailleurs quand ils ont annoncé
cours de show là que le match allait être commenté par Jim Ross tout seul. Je fais ouh là là, mais ils sont sûrs là. Yeah, well, Jack Swagger, Jack Swagger versus Dean Ambrose. Oh sorry. making a move, call that what you want. Topé, plancha, chipolata, je sais pas. Donc voilà, et on aura un match qui sera long. Hein, j'ai pas Ouais. de timing, mais 30 c'était bien. minutes. 30 minutes, 30 minutes, 30 c'est pas minutes, ouais. voilà. Malheureusement, je crois que ce match-là finit de nous prouver, comme le match entre Gargano et Ciampa la semaine dernière, ou entre Edge et Randy Orton à WrestleMania, que les matchs, tout est permis, avec aucun public, pendant une demi-heure ou plus. C'est trop long, les gens, c'est trop long. Ouais. Exactement le même syndrome, quoi. Exactement la même chose. Là, Donc, on a eu droit, ouais, on se dit exactement la même chose, effectivement, que face à un Edge ou Orton, quoi. On se dit qu'ils auraient dû couper au moins 10 minutes dans l'art, quoi. oh oui, sachant que là, Surtout quand tu vois que tous les 10 premières minutes, c'est quasiment que du mat wrestling ou du chain wrestling. Donc, du coup, pour quelqu'un qui suit le catch comme ça, que de manière occasionnelle, nous, à la rigueur, on est des suiveurs réguliers, donc on va peut-être un peu plus apprécier ce genre de phase technique et tout ça. Et pour un suiveur totalement occasionnel, ça a dû paraître très très long. Ouais, le truc à noter sur cette première séquence, que tu le dis, très technique au sol, c'est bien du coup ce qu'on nous raconte, Jon Moxley qui s'en sort vraiment bien dans ce domaine-là, alors que c'était le domaine de prédilection, on peut dire, de Jack Hager, hein, avec tout son background de catch au collège et de MMA. Et bien Jon Moxley se débrouille plutôt pas mal dans le chain wrestling aussi, arrive à retourner les situations assez rapidement. Là où jusqu'à présent il avait plutôt un rôle de brawler, là on nous montre enfin qu'il a aussi de la technique, et tout ceci nous amène, après cette longue demi-heure, à un paradigm shift sur une chaise au sol pour la victoire du champion qui reste champion et qui dira que personne ne prendra le titre de lui, c'est son année, et AEW c'est la meilleure promotion du monde et j'en suis au sommet. Bitches. Cet homme a raison. Cet homme a raison. Voilà, c'était pour l'épisode de Dynamite cette semaine. C'était trop long ce match, ça c'est sûr, c'était trop long. Mais tu vois, par exemple, les 7-8 dernières minutes, j'ai trouvé que le rythme s'était envolé et qu'on retrouvait un peu le Moxley bagarreur qu'il fallait, avec un Hager vraiment énervé, pas réussir justement à placer son catch et à placer ses techniques de lutteur olympique, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai trouvé que les 7-8 dernières minutes du match étaient plutôt bonnes, quoi. Et je me suis plutôt, j'étais plutôt emballé par toute la fin du match, quoi. Après, voilà, on l'avait annoncé la semaine dernière. Vous avez qu'à écouter la base mercredi de la semaine dernière. Mais on l'avait annoncé de toute façon. Le problème de ce match aussi majeur, c'était que quand même, il y avait que très peu de suspense, quoi, quant à la victoire finale de Jon Moxley, quoi. Et donc j'espère que pour le futur, là, Moxley, ils vont lui donner des adversaires avec qui il y aura quand même un semblant de suspense, parce qu'il y avait trop de choses autour de Hager qui faisaient qu'on ne pouvait pas croire quasiment une seconde qu'il allait remporter ce combat, quoi. Donc j'espère qu'ils vont travailler la chose un peu de meilleure manière pour les prochaines semaines par rapport au champion, quoi. Ouais, assez d'accord sur ça. On l'avait dit, mais aussi d'accord sur le match. J'ai bien aimé cette phase où c'est plutôt dans le domaine de Jack Hager, côté lutte au sol, mais finalement on nous montre que Moxley, sur ce terrain, il assure aussi. Et puis après, il arrive à emmener le match dans sa zone de confort, à savoir effectivement le côté brawl avec des chaises, etc. Donc c'était plutôt pas mal raconté cette histoire, même si effectivement c'est trop long. Mon cher tonton Chris, ouais. Cette semaine, qui gagne, qui remporte la baston du mercredi d'après toi? NXT ou All Elite Wrestling? Ah là, c'est compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de jobbing dans les deux shows. On a eu beaucoup de gars qui sont venus pour des squash, des jobbers qui viennent et qui s'en prennent plein la tronche pendant 2-3 minutes. Mais cette semaine, je vais pas mettre de match nul, je vais trancher dans le lard. Et cette semaine, je vais donner mon point à la All Elite Wrestling. Pourquoi? Parce que la Archer, parce que le segment de Inner Circle, et parce que quand même un chip match pour finir le show quand même, quoi. On met un main event de weekly avec le titre en jeu, c'est quand même pas rien. Sur un match de 30 minutes avec les défauts qu'il a et qu'on a cités précédemment, certes,
mais quand même, quoi. Même si quelque part, c'était un petit peu WWE style, hein, parce qu'on avait quand même Oui. Dean Ambrose versus Swagger. Donc, c'était quand même particulier. Mais voilà, et puis parce que Jericho au commentaire. Donc, tous ces éléments font que je donne mon point à la All Elite Wrestling cette semaine. Bah Voilà. écoute, on est absolument d'accord. Ah ouais? Voilà. Ah, Ah, j'avais un carrément. doute. J'avais un doute. D'accord. Non, j'avais expressément pas parlé de la construction du match de fin, parce que c'est un truc que j'ai bien aimé, hein, donc vraiment ça c'était plutôt bien amené, même si c'était un peu long comme on l'a dit, mais voilà, il y avait un peu plus de fun, voilà. Je trouve que toute l'histoire du tournoi aussi, TNT, il y a des trucs très bien qui se passent Ouais, autour, ouais, c'est plutôt bien construit, D'ac- comme on l'a dit chez les dames, entre Britt Baker et Shida, ça construit un truc, ça prend son temps, mais ça construit un truc qui est intéressant. Bref, ouais, ça, puis Ouais. l'ambiance, encore une fois, l'ambiance plus fun, un peu plus dynamique de Dynamite, tout simplement. Puis tu remarqueras aussi que la NXT balance un tournoi, un nouveau tournoi, comme par hasard, alors que en mode G1 Climax, mais plus ou moins aussi parce que certainement la AEW avait déjà balancé son tournoi depuis 2 semaines et qu'ils se sont peut-être un peu dit, bah tiens, si nous aussi on balançait un truc en mode tournoi, ça a l'air de pas trop mal marcher, quoi. Et puis bon, la All Elite Wrestling, en plus, ils ouvrent le show quand même avec un Hall of Famer, avec Jake the Snake. Bah, donc pour moi, la All Elite Wrestling gagne pas de beaucoup cette baston du mercredi, mais la gagne quand même. Ouais. Mais écoute, bonne victoire, bien nette, bien claire. All Elite Wrestling a gagné la baston de ce mercredi. On en est où au niveau des classements, On en là? est où On en est à la 5e baston, là. Ouais, tout Et à donc, fait. je suis On a perdu, là. eu un match nul la semaine dernière. Ouais, ah oui, un match. On a une fois NXT qui a gagné et Ouais. trois fois All Elite Wrestling. Ah ouais, donc on est à 3-1-1. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Donc petite domination qui se dessine pour All Elite, mais rien n'est fait. Tout Oh non. peut est encore à jouer. NXT peut revenir au score. Et bien pour ça, il va falloir écouter les prochains épisodes. Pour ça, c'est très simple, mes chers amis de Catch Up. Eh bien, il faut vous abonner. On est présent, bien sûr, sur YouTube. Si vous avez aimé ce qu'on vous a raconté, si vous aimez le catch en général, si vous aimez la vie et que vous voulez savoir ce qu'on raconte sur tout ça, eh bien, c'est simple. Abonnez-vous à la chaîne, hein, Catch Up sur YouTube. Mettez un petit like, un commentaire sur l'épisode. Ça compte beaucoup pour nous puisque ça permet qu'on ait des feedbacks tout simplement de ce qu'on fait, si ça vous plaît ou pas. Et puis ça permet d'être un peu plus visible sur les réseaux et ça, c'est quand même très cool. On est bien sûr présent sur tout le monde du podcast audio avec Google Podcast, Deezer, Spotify, Ocha, iTunes, j'en passe des meilleurs. Là aussi, n'hésitez pas à donner vos petits notes, commentaires, ça nous fait beaucoup plaisir. Mon cher tonton Chris, encore merci d'avoir arbitré cette dure bagarre hein, chaque semaine. Franchement, il s'en passe des trucs du côté de NXT et Dynamite. Donc merci encore pour ta présence indéfectible. Ah, merci à toi, Amiral, hein, d'être un host admirable. C'est 2 shows, parce que c'est pas facile, hein, faire l'host pour à raconter 2 shows comme ça à la suite. C'est quand même c'est un exercice de style. Ah oui, et le style, on aime ça. Strong style, catch-up style. Catch-up style. Exactement. Et donc bientôt, vous allez sur la review de SmackDown qui va arriver dans le week-end. Donc sur toutes les plateformes concernées qu'on a citées pour avoir tout ça. D'ici là, on vous souhaite à tous un gros week-end plein de catch. Salut! Salut l'amiral. Salut peuple de catcheurs.